Salut Charles et merci d'avoir répondu présent. Aujourd'hui, on va parler de lead scoring, un sujet qui me tient à cœur en tant que growth manager chez Avi. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Ouais, salut Louis. Je m'appelle Charles, je suis le cofondateur de Pledzi. Pledzi, c'est une solution de marketing automation qui s'adresse aux entreprises qui ont une activité B2B et qui souhaitent utiliser leur site web et de manière plus large leurs canaux digitaux comme des leviers de croissance pour l'entreprise. Ok, c'est très clair. C'est quand que tu as rejoint l'aventure et ça date de quand? Alors, précédemment à ça, moi j'avais créé une autre boîte, toujours dans le logiciel, mais dans le domaine de la relation client. Et l'aventure Pledzi, elle date de 2016. Donc ça va faire 8 ans bientôt qu'on développe Pledzi et qu'on accompagne des clients dans leur croissance en les aidant à déployer des stratégies de marketing digital. Ok, bah, c'est très clair et je pense que tu es la bonne personne pour parler de lead scoring aujourd'hui. Et selon toi, c'est quoi la définition du lead scoring? Alors, déjà, petite parenthèse, je pense qu'il y a plusieurs définitions. Je pense qu'il n'y a aucune stratégie de lead scoring qui est parfaite. C'est le propre d'une stratégie de lead scoring, c'est d'être imparfaite, mais justement, le but du jeu, c'est de l'améliorer avec le temps. Mais je dirais que le principe du lead scoring, c'est d'être capable d'attribuer finalement, d'être capable d'isoler quels sont les prospects qui ont le plus de chances de devenir clients. Généralement, on étudie les choses sur deux axes. C'est-à-dire qu'on parle de score démographique. Le score démographique, il va plutôt s'intéresser à qui est l'interlocuteur. Est-ce que c'est quelqu'un qui rentre dans ma cible? Par exemple, si je ne travaille qu'avec des entreprises qui font plus de 1 milliard de chiffre d'affaires, j'en sais rien, c'est potentiellement une question que je vais poser dans mes formulaires et je vais essayer de faire en sorte de parler que à des entreprises qui ont les caractéristiques qui m'intéressent. Donc ça, c'est pour valider finalement l'adéquation du prospect avec son profil client idéal. Et après, il y a un deuxième axe qui est le scoring comportemental qui permet, lui, d'attribuer des points à un prospect en fonction de son comportement sur le site web. C'est-à-dire que quelqu'un qui est là purement pour s'éduquer, pour prendre de l'information, ne va pas du tout avoir le même comportement et le même parcours sur ton site web que quelqu'un qui est dans une logique d'achat. Et donc, l'idée, c'est d'identifier à partir de son comportement, à partir des actions qu'il va faire sur le site web, si c'est un curieux ou si c'est un prospect chaud. Et donc, il y a plein de niveaux de scoring. Et l'idée, c'est finalement de filtrer les leads avec lesquels on parle pour être plus efficace, pour parler avec des prospects mieux qualifiés et pour justement être capable de générer plus de ventes. Donc généralement, c'est quelque chose qui est pertinent pour les entreprises qui commencent à générer un certain volume de leads. C'est-à-dire qu'une boîte qui va générer 10 leads par mois, la réalité des choses, c'est qu'à mon avis, elle a mieux à faire à appeler ces 10 leads plutôt qu'à mettre en place des stratégies de scoring compliquées. En revanche, à partir d'un certain volume de leads, qui peut être variable d'ailleurs d'une entreprise à l'autre, parce que ça va être en fonction du nombre de commerciaux, d'une capacité à traiter les leads, mais en tout cas, à partir d'un certain moment, il va être pertinent de mettre une stratégie en place pour être capable de parler qu'avec les gens qui ont un vrai intérêt commercial. Le marketing digital, un des trucs canons dans le marketing digital, c'est que c'est extrêmement facile à lire et c'est beaucoup de stats. En B2B, parce que je parlerai que de B2B, je connais très mal le B2C. Nous, on est très focalisé sur les entreprises qui ont une activité B2B. Mais en B2B, grosso modo, un site web qui est bien foutu, qui a des contenus, qui est mis à jour de manière régulière, va convertir à environ 3% des visiteurs en ligne. C'est-à-dire qu'environ 3 personnes sur 100 qui visitent votre site web vont vous laisser leurs coordonnées. Donc ça vous fait à la fin du mois un nombre de leads générés. Et sur les leads qui ont été générés pendant cette période, généralement, il y en a à peu près 1 sur 10 qui est prêt à parler avec un commercial. Le lead scoring, il est là justement pour être capable d'identifier quelle est cette personne qui est prête à parler avec un commercial et permettre justement aux équipes de se focaliser uniquement sur ces gens-là et de laisser finalement au marketing les 9 autres prospects qui vont être alimentés avec des stratégies de marketing automation, etc. pour essayer de les faire avancer dans le cycle d'achat et de faire en sorte qu'un jour ils soient mûrs
pour parler avec un commercial. Mais donc, c'est vraiment ça, la logique du lead scoring, c'est être capable de filtrer de manière efficace les gens avec lesquels il est pertinent d'appeler et de parler. Charles, je rebondis sur ce que tu parles, ce que tu dis. En B2B, il y a également des entreprises qui sont un peu plus self-serve où les clients vont faire l'action de convertir eux-mêmes. Sur ces entreprises-là, tu penses ça peut être intéressant de mettre du lead scoring en place pour déclencher certaines actions selon le score et même d'adapter dynamiquement le site par rapport au score, par rapport au statut du lead au moment où il est en ce moment même? Alors, clairement, ouais. Alors là, quand tu parles de self-serve, c'est souvent des éditeurs de logiciels qui vont s'inscrire, par exemple, à une offre, à un plan freemium, utiliser le logiciel, etc. Donc ça, c'est un cas très particulier où effectivement, on va étudier de manière très précise les actions qui sont menées par l'utilisateur, soit sur le site, soit sur l'app, et en fonction de ces actions, on va être capable de déclencher des messages, par exemple automatiques, via des pop-up ou par email, ou peu importe le canal, mais on va être capable de lancer une discussion, en tout cas avec le prospect, pour essayer de le pousser à aller à l'étape d'après. L'étape d'après, ça peut être configurer quelque chose dans l'app pour être capable d'en tirer pleinement profit. Ça peut être upgrader sur le plan payant. Ça peut être plein de choses. Mais effectivement, dans ce contexte-là, ça va être un scoring qui va être plus tourné vers l'utilisateur que le prospect. Et effectivement, c'est pas forcément ce dont je parlais initialement. Mais si on se place côté prospect, très clairement, il peut être pertinent d'adapter le site web en fonction du score et en fonction du comportement du visiteur, parce que finalement, on va être capable, en faisant ça, de lui simplifier la vie et de lui mettre sous la main directement les contenus ou les articles de blog qu'il est le plus pertinent de lire, compte tenu de là où il en est dans le cycle d'achat. Et on sait qu'un internaute, c'est quelqu'un d'extrêmement feignant. Et donc, si on est capable de lui simplifier le parcours sur son site web, c'est génial, parce que c'est effectivement quelque chose qui va permettre d'augmenter la conversion. Ça correspond quand même à des stratégies dans des boîtes qui sont très très avancées en marketing, qui ont généralement des grosses équipes. C'est pas forcément des stratégies qu'on voit en place chez des PME aujourd'hui. Ok, c'est très clair. Donc on a bien compris qu'est-ce que c'était le lead scoring. On score notre cible, nos visiteurs, nos prospects, et pourquoi le mettre en place. Donc si je résume, si je ne me trompe pas, on va pouvoir adapter des messages, on va pouvoir contacter les bonnes personnes au bon moment, qui sont bien chauds, et éviter d'appeler des gens qui nous connaissent à peine, ou faire un peu on va être entre du cold call et vraiment appeler des prospects très chauds. Est-ce que j'ai bien résumé la situation aujourd'hui pourquoi mettre en place le lead scoring? Ouais, clairement. Et puis j'insisterai juste sur un point, c'est que c'est quelque chose qui est finalement à la fois bénéfique pour l'entreprise et pour le prospect. Parce que l'entreprise, ça lui permet effectivement de consacrer du temps uniquement à des gens qui sont susceptibles d'avoir un intérêt réel pour ce que vous faites. Et côté prospect, ça permet aussi de ne pas être dérangé alors qu'on n'a pas du tout envie de parler à quelqu'un. Généralement, la personne qui vient sur votre site web pour la première fois, qui va essayer de s'instruire sur une thématique en particulier via vos articles de blog par exemple, cette personne-là n'a pas envie de parler à un sales, elle n'est pas dans une logique d'achat, elle est dans une logique d'éducation, donc elle est au tout début du parcours, et elle n'a surtout pas envie qu'on vienne lui passer un coup de fil. Elle va juger ça plutôt comme quelque chose de dérangeant, comme une interruption, plutôt que comme quelque chose qui va lui permettre de générer de la valeur. Et donc c'est vraiment un process qui est vertueux à la fois pour la société et pour le prospect. Ok, merci pour ces points qui approfondissent bien la notion. Et si on passe à concrètement, en fait, comment on met en place du lead scoring, avec quels outils, quelle est la méthode pour le mettre en place avec les outils du marché, si tu en as quelques-uns à citer? Ouais, très clairement. Alors les outils qui me viennent en premier en tête sont les outils de marketing automation. Le leader du marché, c'est HubSpot. Salesforce a aussi une solution qui s'appelle Pardot. On va retrouver, c'est les deux principaux éditeurs qu'on va retrouver en France. Sont tous des éditeurs généralement nord-américains. Et donc c'est que des gens qui vont permettre, que des solutions qui vont permettre de mettre en place des stratégies de lead scoring. Alors après, ils ont tous des façons très différentes d'aborder les choses.
L'une des façons de le faire, c'est typiquement ce qu'on retrouve chez un HubSpot, c'est de mettre en place des workflows. C'est-à-dire qu'on va définir des règles qui disent en fonction de ce que vous faites sur votre site web, vous allez attribuer tel point à votre prospect. On a une façon très différente de faire chez Pledzi. Nous, en fait, on a construit toute la solution autour du contenu. C'est-à-dire que l'une des pages principales, l'un des éléments principaux de Pledzi, ça va être sa bibliothèque de contenu dans laquelle vous allez retrouver l'ensemble de vos articles de blog, l'ensemble de vos webinaires, l'ensemble de vos livres blancs, en tout cas l'ensemble des contenus qui vous permettent de construire votre stratégie marketing, de faire de l'acquisition et de faire de la conversion. Et donc nous, le score, on va l'attribuer au contenu. La logique, c'est de se dire, quelqu'un par exemple qui va télécharger, si je prends l'exemple de Pledzi et des contenus dont on dispose sur notre site web, quelqu'un qui va télécharger un livre blanc qui s'appelle Qu'est-ce que le marketing automation, ça va être un contenu qui va avoir un score très faible. Parce qu'a priori, on s'adresse à quelqu'un qui ne sait pas encore ce que c'est le marketing automation et donc il y a assez peu de chances qu'il soit dans une logique d'achat. En revanche, dans les contenus, par exemple, les cas clients, les demandes de démo, les guides sur la mise en place d'une solution de marketing automation, tous ces contenus-là témoignent d'une plus grande envie, témoignent finalement d'une volonté de mettre en place une solution et donc sont des contenus qui vont avoir un score plus haut. Et donc, c'est vraiment le contenu, en tout cas les contenus consultés dans une solution telle que Pledzi, qui vont permettre de construire cette stratégie de scoring et finalement d'affecter des points progressivement à l'utilisateur. Ok, donc on va utiliser des grosses stratégies d'inbound, donc de faire venir les clients, les prospects, pour leur attribuer un score, pour ensuite mettre en place des stratégies d'outbound, c'est bien ça? Ouais, clairement, tout à fait. Alors, nous, on est très, très orienté effectivement inbound marketing. Nos clients sont des clients généralement qui ont une stratégie de contenu et qui sont plutôt dans une logique effectivement d'attirer, de générer du trafic sur leur site web via leur article de blog, via l'ensemble de leur contenu, pour ensuite les convertir et engager une conversation avec eux. Ok, et si, là tu nous as parlé un peu de la théorie, concrètement, si tu peux nous présenter un peu comment ça se met en place avec cette méthodologie de contenu. Voilà, moi je suis fervent pratiquant de cette méthodologie de contenu, je crée du contenu, je mets en place des stratégies de contenu, donc j'aimerais bien voir en place que tu nous montres et que ça peut être utile pour d'autres personnes que tu montres ça. Donc je partage ton écran et on fait ça. Vas-y, fonce. Alors ça, c'est une fiche contact. C'est un exemple de fiche contact. Donc on retrouve comment cette personne est venue. Elle nous a connus le 1er juillet de cette année via les réseaux sociaux, en l'occurrence Facebook. C'est quelqu'un qui a un score de 31. Alors chez nous, le score, généralement, on essaye de le mesurer sur une échelle de 0 à 50. On va avoir toutes les informations associées à ce prospect. Et là, on va avoir ici le détail finalement de son parcours et toutes les actions qui lui ont permis d'obtenir ces 31 points. Donc c'est quelqu'un qui a visité notre landing page de demande de démo. Donc elle l'a juste visité. À ce stade-là, elle n'a pas fait une demande de démo, donc elle a gagné 3 points, ce qui est assez faible finalement sur une échelle de 0 à 50. Elle a visité la page tarif, donc ce qui lui a permis de gagner 3 points supplémentaires. À ce stade-là, on n'avait pas encore ses coordonnées, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'avait pas encore soumis de formulaire. C'est juste son parcours sur le site web qui nous a permis de commencer à lui attribuer des points. Et ensuite, elle a téléchargé les 20 meilleures tactiques pour générer des leads prêts à l'achat. Et donc ça, c'est un score, ça lui a permis de gagner 10 points. Chez nous, en tout cas dans notre Pledzi à nous, on a défini le fait que les commerciaux peuvent rentrer en contact, peuvent traiter le lead à partir du moment où le score dépasse 20 points. Donc à ce stade, c'est encore quelqu'un qui n'a pas encore été transmis aux commerciaux. En revanche, elle a téléchargé ensuite un guide qui s'appelle « Comment allez-vous vous planter en inbound ou pas ?» Et donc ça, c'est un guide qui est très tourné vers des utilisateurs futurs de la solution. Et donc c'est pour ça que ça lui a permis de gagner 15 points. Et donc finalement, bon an mal an, elle a un score au final de 31 points, ce qui lui a permis d'être envoyé aux commerciaux. Et donc là, en l'occurrence, on a des connecteurs avec les principaux CRM du marché. Et donc le lead automatiquement est créé dans le CRM avec l'historique de tout ce qui a été fait par le lead pour qu'il soit pris en charge par un commercial. Donc ça, c'est finalement quel est le résultat côté prospect et comment finalement
toute cette partie scoring se met en musique. Si je vais ici sur la partie contenu, donc ça c'est notre bibliothèque de contenu. Là j'ai uniquement filtré sur les livres blancs. Et donc ici, je vais avoir l'ensemble de mes contenus avec à chaque fois un nombre de visiteurs, le nombre de fois qu'il a été téléchargé, le nombre de nouveaux leads qu'il m'a permis de générer. Donc il y a une différence entre un lead et un téléchargement. Le téléchargement, ça peut être quelqu'un que je connais déjà. En revanche, le lead, c'est quelqu'un que je ne connaissais pas avant. Donc typiquement, sur cet exemple-là, il a été téléchargé 552 fois. En revanche, parmi ces gens-là, uniquement 395 sont des nouveaux prospects. Et là, à la fin, j'ai le score. Et donc, en fonction de la typologie de contenu, je vais avoir des scores différents. Donc là, on est plutôt sur des contenus qui sont au milieu du funnel, avec des cas clients, des articles très pratiques sur la mise en place de solutions. Et donc, c'est des contenus qui vont permettre de gagner un certain nombre de points. En gros, c'est des contenus qui sont téléchargés que par des gens qui ont un projet potentiel. Mais si je descends un peu dans ma liste, là, je vais avoir par exemple pourquoi s'équiper d'une solution de marketing automation. Donc là, typiquement, c'est un contenu qui va faire gagner un petit peu moins de points parce que c'est quelqu'un qui s'intéresse au sujet, mais visiblement qui n'a pas encore pris la décision de le faire. Et donc, c'est pas forcément le bon moment de le contacter. Et donc, c'est comme ça qu'on va hiérarchiser ces contenus finalement et leur attribuer des points. Mais globalement, si je résume les choses, dans une stratégie de marketing digital, il y a 3 grandes étapes. Découverte, évaluation, achat. Découverte, c'est je prends conscience d'un problème que je souhaite résoudre, mais à ce stade-là, je ne sais pas comment le faire et j'explore finalement les différentes pistes qui me sont offertes. Ensuite, j'ai la phase d'évaluation, qui est la phase dans laquelle j'ai pris conscience du problème que je souhaite résoudre. Et là, j'évalue finalement les différentes façons de résoudre mon problème et je définis les critères qui vont me permettre de faire un choix. Et ensuite, il y a la phase d'achat, qui est la phase justement où l'utilisateur a besoin de faire un choix. Et donc, en fonction de ces 3 différentes étapes, les contenus proposés à un prospect vont être différents. Parce que quelqu'un qui est en phase découverte n'a pas du tout les mêmes besoins que quelqu'un qui va être en phase d'achat. Et donc, c'est autour de ces 3 phases qu'on va construire finalement son référentiel de contenu et la stratégie de scoring associée. Ok. J'ai quelques questions pour revenir sur tout ce que tu as dit, qui était très dense et très, très simple à comprendre, mais j'aimerais creuser certaines choses pour que les gens ils comprennent bien comment on traque en fait qu'un utilisateur il est passé d'une étape à l'autre, c'est-à-dire quelqu'un qui avait visité, donc c'est-à-dire que c'est Plaisir qui a déposé des cookies et on sait qu'une personne qui a visité cette page, c'est la même personne qui a visité cette page-là, c'est ça? Ouais, en fait, on dépose des cookies sur le site web. Alors, en l'occurrence, ce sont des first party cookies qui sont exempts de consentement eu égard à la RGPD, donc qui permettent de traquer d'où viennent les utilisateurs. On a fait pas mal de boulot avec un cabinet d'avocats sur le sujet parce que c'était quelque chose qui était clé pour nous. Et donc, on dépose un petit cookie. La personne donc navigue sur le site web, on enregistre son parcours et à un certain moment, elle va s'inscrire à la newsletter, faire une demande de contact, télécharger un livre blanc. Et donc, c'est ce qui va nous permettre finalement de rapprocher le parcours de l'utilisateur sur le site web de son identité. Et donc, c'est comme ça qu'on va suivre le parcours de quelqu'un. Et ensuite, en fonction des actions que cette personne va mener, son score va s'incrémenter au fil du temps. Et donc, tout ça, après, ça reste très empirique, mais nous, par exemple, on considère quelqu'un qui est entre 0 et 20 points est à l'étape découverte, quelqu'un qui est entre 20 et 40 points, il est à l'étape évaluation, et 40 et au-delà, il est dans une étape d'achat. Donc ça reste très empirique et c'est pas forcément toujours la réalité. Et c'est pour ça qu'une stratégie de scoring, c'est censé vivre, parce que on va se rendre compte que sur tel point, par exemple, on a un peu surévalué le score associé à un contenu et donc on va le baisser. Et donc c'est quelque chose qu'on regarde vivre pour l'améliorer au fil du temps. Et encore une fois, il faut bien garder en tête que ce truc-là, il sera jamais parfait. Il y aura toujours des erreurs. L'objectif, c'est plutôt un peu de suivre la règle des 80-20 et de faire en sorte que dans 80% des cas, on tombe bien. Je dis ça notamment pour 2 raisons. Enfin, j'essaie d'insister là-dessus parce que il y a beaucoup de gens qui sont perfectionnistes et qui potentiellement ne vont jamais jusqu'au bout de la mise en place de leur stratégie de scoring parce que ils ont le sentiment de ne pas avoir fait quelque chose de parfait. Mais en fait, faut pas essayer, ils n'y arriveront pas. C'est pas grave. Et l'autre point, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui jugent que c'est trop compliqué pour eux. Mais en fait, on peut commencer de manière très simple. Et en fait, il n'y a pas forcément besoin d'avoir des milliers de contenus sur son site web pour mettre en place une stratégie de scoring. Typiquement, une boîte qui a une brochure,
ne serait-ce que commencer par attribuer des points aux gens qui téléchargent la brochure, c'est déjà un premier pas. Et en fait, même si le scoring permet de faire des choses beaucoup plus complexes et d'aller beaucoup plus loin, n'empêche que ça permet de commencer à construire la stratégie, de voir comment ça fonctionne, de voir comment le score des gens évolue. Et c'est ce qui va permettre finalement de monter en compétences. Le jour où on aura plus de... C'est ce qui permet de faire gagner finalement de la maturité digitale. Ok, c'est très clair. Et donc, on peut attribuer du score à des gens qui téléchargent des e-books, qui vont sur un article, une page. Est-ce qu'on peut attribuer des points en plus sur des choses qui sont en dehors de notre site internet, sur des réseaux sociaux, sur des choses comme ça, sur des ads Ouais, tout à fait. Alors après, c'est plus ou moins complexe, mais un des trucs qui est très simple, c'est le comportement sur les emails. Est-ce que les emails sont ouverts? Est-ce que les emails sont cliqués? Alors, c'est plutôt quelque chose qu'on déconseille parce que les statistiques, de manière globale, sur les emails sont quand même de moins en moins fidèles à la réalité. Il y a de plus en plus de robots cliqueurs et finalement évaluer la performance de ces campagnes sur le taux d'ouverture ou le taux de clic, c'est quelque chose qui vient de plus en plus casse-gueule. Donc c'est plutôt quelque chose qu'on déconseille. Les réseaux sociaux, c'est éventuellement quelque chose qui est tout à fait possible en fonction de la manière dont les gens interagissent avec les posts sur les réseaux sociaux ou ce genre de choses. Sur les ads, c'est des choses qu'on peut imaginer, mais alors c'est des intégrations un peu plus complexes et on rentre dans des choses qui sont vraiment très sophistiquées, qui correspondent, à des besoins. Je suis pas sûr que ça corresponde à des besoins de boîte en B2B parce que les volumétries sont généralement pas suffisantes pour que ça soit vraiment pertinent. Et donc, faut savoir bien placer le curseur finalement. Et c'est toujours cette règle des 80-20. Globalement, on est à peu près capable de tout faire. Mais en fait, plus on a envie d'aller loin, plus ça va prendre du temps, plus ça va être complexe à mettre en place, donc plus ça va être complexe à maintenir. Je pense qu'il faut plutôt rester sur des choses simples, des choses pragmatiques, qu'on est capable de comprendre, qu'on est capable de suivre et surtout qu'on est capable de mettre en place rapidement. Parce qu'encore une fois, le lead scoring, c'est quelque chose qui a vocation à évoluer sans cesse. Et donc, ne pas construire une usine à gaz, c'est sûrement une des meilleures pratiques. Voilà, ça c'est à retenir, je pense. Et pour avoir mis déjà du lead scoring en place, j'ai déjà mis des usines à gaz et à maintenir et avoir une belle fidélité des scores, c'est assez compliqué. Donc, un bon conseil à retenir. Une dernière chose sur les données, c'est-à-dire qu'une personne qui n'a pas laissé ses coordonnées avec un guide ou des choses comme ça, qui ne s'est pas inscrit, est-ce qu'on peut derrière aller faire du scrapping en B2B, aller faire de l'enrichissement de données, bien sûr RGPD? Est-ce que c'est quelque chose que tu conseilles? Non. Non, parce que je considère que quelqu'un qui n'a pas laissé ses coordonnées, c'est quelqu'un qui n'a pas envie d'être contacté ou qui n'a pas le besoin de l'être. J'aurais plutôt envie dans ces cas-là, l'un des critères qu'on regarde beaucoup et qu'on suit beaucoup chez Pledzi, c'est le taux de conversion du site. Et on se bat pour garder ce taux de conversion le plus haut possible. Et donc ça passe par deux choses. C'est rédiger des contenus pertinents, qui ont de la valeur, qui apportent de la valeur, et faire en sorte que son site soit bien construit et que ce soit un site qui soit optimisé pour la conversion. Mais a priori, si la personne n'a pas laissé ses coordonnées, c'est qu'elle a jugé que ce que vous lui proposiez n'était pas suffisamment intéressant. Et donc, plutôt que d'aller faire du scrapping, j'aurais plutôt tendance à recommander d'essayer de rédiger des choses plus intéressantes. Mais voilà. En revanche, ce qu'on fait, c'est du retargeting. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas laissé ses coordonnées, on va le retargeter via des campagnes de display Google, par exemple, pour essayer justement de favoriser ce taux de conversion du site, le faire revenir sur le site en essayant de lui proposer des choses intéressantes. Donc ça, c'est quelque chose par contre qu'on fait. Ouais. Ok, c'est super clair. Et donc, ce que j'ai bien compris, c'est que tu es partisan de la qualité plutôt que la quantité. Et c'est la même chose sur le CRM, c'est-à-dire qu'on va envoyer uniquement les prospects plutôt chauds sur le CRM au lieu d'envoyer le tout venant. C'est-à-dire comment tu qualifierais une solution comme Pledzi, parce qu'il se situe avant un CRM, comment tu la qualifierais? En gros, on aime bien parler de plateforme de croissance dans les entreprises B2B. Une plateforme de croissance, elle est, grosso modo, il y a deux grands piliers. Il y a le CRM, qui est l'outil utilisé par les commerciaux, qui est l'outil qui va permettre de suivre cette croissance, de gérer la croissance de manière opérationnelle, de suivre ses opportunités, etc. En amont du CRM, il y a Pledzi,
qui est la solution qui va permettre de nourrir cette croissance. Un CRM, c'est cool à partir du moment où il y a des prospects dedans. Et donc, l'objectif de Pledzi, c'est justement d'alimenter ce CRM en prospects. Et donc, finalement, c'est l'association de ces deux briques qui permet de construire ce type de plateforme de croissance. Et donc, ça, c'est la partie logicielle. Mais ce qui est vachement important aussi, c'est la manière dont les équipes marketing et commerciales travaillent ensemble. Parce qu'en fait, tout ça, c'est un travail qui se fait avec ces deux équipes. Le scoring, la manière de l'améliorer, c'est essentiellement en parlant avec les commerciaux, en ayant des retours d'expérience, en ayant des échanges très factuels, très qualitatifs sur tiens, tel et tel prospect, il est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait sur le site web, non, il n'était pas suffisamment mature, et donc c'est ces discussions qui vont permettre d'affiner sa stratégie de scoring. Ouais, je pense qu'on a fait le tour. C'est hyper clair. Je pense que c'est ultra actionnable pour les gens qui veulent tester. Je mettrai le lien de Pledzi pour ceux qui veulent. On a un super lien. On a un super lien, si tu veux, je te le donnerai. En fait, on a fait un modèle Excel de scoring qui permet de construire sa stratégie de scoring sur Excel. Ça permet de bien comprendre comment ça fonctionne. Il y a une vidéo aussi associée qui explique toute la logique. En gros, c'est un contenu qui est composé d'un article de blog, d'une vidéo et d'un kit Excel. Il suffit de taper modèle Pledzi lead scoring sur Google ou alors de cliquer sur le lien que tu mettras dans la description. Mais tout est expliqué en détail et très actionnable du coup grâce à ce modèle. Mais c'est quoi? Je vais même le faire là. Pour Abby, je vais le faire. Je suis justement en train de mettre en place une stratégie de lead scoring. Et je vais remplir ce modèle-là et j'en ferai une petite vidéo peut-être juste sur LinkedIn ou peut-être sur YouTube si le format est assez long. Et je la partagerai également, comme ça les gens ils vont voir directement le rendu de ce tableau Excel et comment eux ils pourront le mettre également à leur sauce. Mais je te remercie. Et est-ce que tu as une autre source? Du coup, cet article également de blog, c'est ça? Ouais, tout à fait, ouais. Ouais, il est bien fait, il explique bien tout. Ouais. Ok, super. Je mets tout ça. Je mets un article également de blog que j'ai rédigé sur le lead scoring dans la description de cette vidéo. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici. Je te remercie beaucoup, Charles, d'avoir pris ton temps pour faire cette vidéo, pour être vraiment hyper clair, transparent, explicite sur ce sujet-là. Avec grand plaisir, Louis. C'était avec plaisir. Salut! Salut, bye bye.